vraisemblablement, avec le redécoupage tel qu'il est pensé, avec le projet de loi NOTRe qui est actuellement en débat, il est probable qu'une nouvelle négociation sur la répartition de la CVAE soit envisagée. En tout cas, c'est la piste la plus probable. Le bloc communal va être la seule strate, en tout cas, à récupérer la clause générale de compétence. Les régions vont disposer de la compétence développement économique. Les départements, eux, gardent surtout des compétences sociales, donc il paraît logique que la CVAE soit répartie différemment entre, d'un côté, les régions et de l'autre, le bloc communal, en tout cas. Mais je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur la fiscalité professionnelle dans son ensemble. La réforme de 2010 n'est pas encore digérée. Et c'est ce que démontrent de nombreux rapports sénatoriaux, notamment, de M. Guenet. Il est certain que la CVAE, au départ, beaucoup d'élus s'étaient focalisés sur le fait que le taux soit fixé au niveau national. Moi, je peux vous le dire aujourd'hui que pour beaucoup de petites villes, en tout cas, ce n'est finalement pas si mal que ça. Il y avait une concurrence entre les territoires qui était telle que, actuellement, avec de fortes inégalités territoriales, il était peut-être bon de revenir sur ce taux, et finalement, c'est pas si dramatique que cela. En revanche, ce qui aujourd'hui est beaucoup plus compliqué, c'est la partie foncière. C'est la CFE. On voit bien que depuis 2010, chaque loi de finances apporte toute une succession de modifications sur les barèmes, sur les plafonds. C'est une fiscalité qui a du mal à se stabiliser. Et les maires qui doivent entreprendre des projets pluriannuels ont beaucoup de mal à avoir de visibilité sur cette fiscalité-là. Et on voit bien que sur la question de la base minimum de la CFE, les élus sont confrontés entre leurs besoins d'obtenir des ressources nouvelles et toutes les politiques qu'ils peuvent mettre en place sur la redynamisation des centres-villes. C'est-à-dire qu'ils sont pris un petit peu en sandwich entre, d'un côté, leur besoin de maintenir des commerces, des entreprises sur leur territoire, des entreprises de proximité, et de l'autre, le peu de levier fiscal qu'il reste sur la partie professionnelle, en tout cas, ne leur permet pas de maintenir ces entreprises. Donc il y a tout un paradoxe. Et finalement, on retrouve ce même paradoxe sur la révision des valeurs locatives. La révision des valeurs locatives, aujourd'hui, telle qu'elle est pensée, les expérimentations qui sont en place montrent bien que les centres-villes seraient les premiers pénalisés par cette révision. Et c'est pour ça, je pense que c'est une réforme qui va prendre un peu de retard, puisque tous les élus locaux sont mobilisés pour redynamiser leur centre-ville. Donc on a une vraie difficulté entre, d'un côté, un besoin de recettes nouvelles, et de l'autre, la réalité des territoires et des inégalités territoriales particulièrement fortes. Sur ce que vous aviez demandé sur la redevance. Peut-être juste une vigilance, c'est-à-dire qu'on voit bien, nous, on a fait une enquête sur les petites villes. Alors pour que vous puissiez situer, une petite ville, c'est entre 3 000 et 20 000 habitants. Donc on a aussi bien des villes périphériques que des bourgs-centres. Et on s'aperçoit que, du fait de l'absence de levier fiscal, beaucoup entreprennent un travail de mise en place de certaines taxes, la TLPE, les taxes sur les résidences secondaires, les taxes sur les logements vacants, et également un travail sur les redevances. Mais avec une inquiétude, un garde-fou, c'est le problème des inégalités territoriales. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que sur un territoire, le fait d'augmenter la redevance fait que certains habitants ne pourront pas bénéficier ou pourront difficilement accéder à certains services, alors que d'autres territoires plus aisés, en tout cas, n'auront pas besoin de jouer sur l'outil redevance pour pouvoir offrir des services à leur population. Donc c'est vrai que c'est un outil que certains élus sont obligés un petit peu d'utiliser, mais toujours avec une très grande crainte. Ensuite, sur les efforts qui peuvent être faits en matière de fonctionnement, parce que je pense que c'est de ça dont vous voulez parler, là aussi, il faut être assez vigilant. Dans la loi de finances pour 2015,
il y a un équivalent ONDAM qui a été institué pour les collectivités. Alors, pour l'instant, on nous dit qu'il n'est pas contraignant. Il faut être vigilant et il faut voir d'ici quelques années si on ne commence pas à être un peu plus, en tout cas, incitatif sur ce qui pourrait être de la bonne ou de la mauvaise gestion. On risque de se heurter là au principe de libre administration, c'est certain. Donc c'est pour ça que cet équivalent ONDAM, on va dire, n'est pas forcément l'outil le plus pertinent pour les collectivités. Et il est d'autant moins pertinent que, contrairement à d'autres administrations, et je pense notamment aux organismes de sécurité sociale, les collectivités sont soumises à une règle d'or. Et ça, on a tendance à oublier de le rappeler, en tout cas. Elles ne peuvent pas s'endetter pour du fonctionnement. Donc, c'est vrai que par certaines opérations, on pourrait penser que des efforts complémentaires pourraient être faits sur le fonctionnement, mais déjà, contrairement à l'État, les collectivités ne s'endettent pas pour payer leurs fonctionnaires. Donc ça, c'est quand même un point qui est important de signaler. Ensuite, sur le fonctionnement, là aussi, il faut être très vigilant sur les chiffres. On voit beaucoup dans la presse une explosion du recrutement dans les collectivités locales. Oui, mais si on regarde bien les ratios, si vous prenez l'exemple d'une petite ville, il est vrai que beaucoup s'engagent, en tout cas, à ne pas remplacer les départs en retraite, mais si, au même moment, vous avez une politique nationale, je prends par exemple les rythmes scolaires, qui vous engage à recruter des animateurs, des ATSEM, automatiquement, le fait de recruter un ou deux agents supplémentaires peut faire augmenter votre ratio de 30%. Donc, à l'échelle d'une petite ville, par exemple, on voit bien que ces chiffres peuvent être manipulés, en tout cas. Donc, là aussi, il faut être vigilant sur le fonctionnement, c'est-à-dire que, oui, des efforts sont faits, et on le voit bien, certains élus aujourd'hui n'hésitent plus à parler de plan social dans leur collectivité. Pas de remplacement pour les départs en retraite, pas de remplacement pour les congés, maladie, maternité, les congés parentaux. Des fermetures de services également sont envisagées. On a des maires qui nous expliquent clairement que la mairie sera ouverte, en tout cas 4 jours par semaine, ou 4 jours et demi. Les activités qui pouvaient être offertes à la population, les centres de loisirs, les crèches, tous ces services pourraient être fermés par exemple pendant les vacances scolaires. Donc on voit bien qu'il y a quand même un mouvement qui est engagé. On peut véritablement dire que ce mandat, en tout cas, s'engage sur une réduction du fonctionnement. Donc ça aussi, il y a une prise de conscience et surtout une réalité. C'est-à-dire qu'il est difficile de faire autant avec moins. Donc là aussi, sur le fonctionnement, il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, il y a un effort qui doit être fait aussi du côté de l'État. C'est-à-dire que les politiques nationales qui ont des coûts induits sur les collectivités, les rythmes scolaires, toutes les normes qui peuvent être votées en matière de fonction publique territoriale aussi, qui ont un impact direct sur les collectivités, les cotisations employeurs ou autres, ça aussi, ça doit être pris en considération. Donc, en tout cas, il y a un effort de gestion qui est fait dans les collectivités. Il faut être toujours très prudent sur les chiffres. Il y a une manipulation qui peut être très rapidement mise en œuvre. Et puis surtout, c'est un travail, même si ça touche les collectivités, c'est un travail à mener conjointement avec l'État, qui est aussi le principal prescripteur de normes.